Africa numéro 1, 18h, 20h, le grand débat, Francis Laloupeau. Avec Jean-Claude Tikaya, sociologue, consultant sur les questions éducatives. Nous ici, journalistes, ce sont les deux débatteurs polémistes du jour. Merci à nos amis internautes qui sont avec nous, parce que le grand débat, c'est aussi en direct sur facebook.com/le grand débat. Bonjour notamment à Eric Serge, à Moujadid Adissa et à Sophie Dave. Tout de suite, la Guinée, un an après l'élection du président Alpha Condé. L'opposition a suspendu hier sa participation au dialogue politique entre le pouvoir et ses alliés. D'une part, et les partis de l'opposition, d'autre part, un dialogue censé résoudre notamment divers contentieux et des questions préalables à l'organisation des élections législatives, mais qui rappelle surtout qu'en Guinée, la transition reste inachevée. Fixée au 29 novembre dernier, les élections législatives ont été reportées sine die, un an après l'accession au pouvoir d'Alpha Condé. Où en est la reconstruction de l'espace politique guinéen? Quel premier bilan peut-on établir des réformes engagées? Et comment résoudre les tensions politiques toujours aussi vives dans ce pays livré depuis des décennies à diverses formes de violence politique? Nous en parlons avec nos invités. Monsieur Lassana Chérif Aïdara, secrétaire général de la section France du Rassemblement du peuple guinéen, c'est le RPG, parti au pouvoir, premier coordinateur des sections d'Europe et d'Amérique. Lassana Chérif Aïdara, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'être avec nous. Et nous avons avec nous au téléphone monsieur Étienne Soropogui, vice-président des Nouvelles Forces Démocratiques, c'est le NFD, également inscrit dans l'opposition. Étienne Soropogui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Laloupeau. Merci d'être avec nous. Et nous aurons tout à l'heure au téléphone monsieur Baouri, vice-président de l'UFDG, l'Union des Forces Démocratiques de Guinée, opposition également. Alors, question pour vous, messieurs. Alors, comment expliquer que plus d'un an après l'élection d'Alpha Condé, les élections législatives n'ont toujours pas eu lieu? Je vous pose la question, Lassana Chérif Aïdara. Eh bien, écoutez, si les élections n'ont pas eu lieu jusqu'à aujourd'hui, c'est du fait de l'opposition qui fait de l'obstruction systématiquement, qui ne veut pas aller aux élections parce qu'ils ont peur, parce qu'ils savent qu'ils ne représentent rien aujourd'hui. L'opposition ne veut pas aller aux élections, mais en a fait. Ne représente rien, c'est un peu exagéré quand même. Aujourd'hui, en Guinée, les Guinéens voient sur le terrain ce qui se passe. C'est ce qui compte. Le verdict, il est là. Le travail que le président Alpha Condé est en train de faire, les Guinéens le voient au quotidien. L'opposition ne veut pas. L'opposition a posé beaucoup de conditions pour essayer de retarder l'échéance. L'opposition a d'abord commencé par exiger un dialogue direct avec le président de la République, ce que le président de la République a accepté. Ensuite, elle a exigé les suspensions des travaux de la CENI, ce qui a été fait, la commission électorale indépendante, ce qui a été fait, la libération des loupards qui s'étaient mis à jeter des pierres sur l'armée, sur la police, sur la gendarmerie. Ces prisonniers ont été libérés. Maintenant, qu'est-ce que demande l'opposition? C'est la tête de M. Lousseni Camara, le président de la CENI. Voilà, l'opposition systématiquement refuse, mais en a fait une caisse de résonance. Il faut dire que ces élections devaient avoir lieu 6 mois, enfin selon le chronogramme des accords de Ouagadougou. Voilà, devait avoir lieu 6 mois après l'élection présidentielle. Hein. Oui. Donc, disons, il y a à peu près 6 mois de retard. Il y a à peu près 6 mois, même un peu plus, parce que le président de la République au départ avait demandé une refonte totale du fichier électoral, compte tenu de toutes les insuffisances qu'on a constatées lors des 2 tours de la présidentielle. Alors, c'est la question qu'on se pose. Pourquoi Alpha Condé a demandé la refonte ou la révision du fichier électoral, ce fichier qui a permis son élection, quoi? Oui, ce fichier a permis son élection, mais ce fichier aussi l'a défavorisé au premier tour. On a vu ce qui s'est passé. Oui. Des enfants de 13 ans qui votaient, des morts qui votaient, des personnes enregistrées à Bruxelles qui votaient à Tougué ou à Labé. C'était extraordinaire. C'est pas plein quand même quand il a été élu au second tour quand même. Justement, au second tour, c'est parce qu'il a exigé le décomptage, le décompte manuel, parce que l'informatique avait été piratée. Il a refusé, et dès qu'il a dit non, qu'il refuse le décompte informatisé, tout de suite, à commencer par Baouri, l'opposition, les dirigeants de l'opposition ont pété les plombs, parce qu'ils avaient compris qu'ils étaient démasqués. Donc, le président a exigé, même aux États-Unis, lors de l'élection de George Bush, la première fois, on a vu ce qui s'était passé. C'était le décompte manuel qui a finalement départagé les candidats. Il n'y a pas moyen plus fiable que le décompte manuel. Et nous, au deuxième tour, nous avons mis sur pied des dispositifs qui empêchaient toute fraude. Nous avons mis en place une cellule de communication. Ça nous a permis de mettre en place un call center où nous avons acheté 400 000 SMS répartis en 200 et 200 pour que si
une machine tombée en panne, que l'autre prenne le relais. Nous avons travaillé là-dessus. Donc, nos représentants dans les bureaux de vote avaient, à la suite, en composant juste un code, pouvaient envoyer des messages à n'importe qui du parti pour informer de la situation dans tel ou tel bureau de vote. Donc, quand le décompte a eu lieu, systématiquement, nos représentants communiquaient au fur et à mesure les résultats. Ce qui fait que nous avons centralisé très tôt les résultats. Ils ne pouvaient rien faire d'autre. Ils étaient obligés. Ce qui fait qu'Alpha Condé, sur les 4 régions, a gagné les 3 régions, plus la ville de Conakry. Donc, vous voulez dire que l'élection d'Alpha Condé en décembre dernier était juste et transparente? Juste et transparente. Si vous vous souvenez, Monsieur Laloupone, j'ai eu affaire avec vous, journal des auditeurs. Je vous avais dit qu'on verra au soir du 2e tour et que Alpha Condé sera réélu, que les 40 et quelques % de Monsieur Selou Dalein Diallo procédaient tout simplement de la fraude. Oui. On a vu des responsables de la CENI qui avaient caché les procès-verbaux dans leur bureau. Oui. Ça a été retrouvé à la suite d'une, comment dirais-je, d'une descente d'un huissier. Donc, c'est des gens qui avaient tout escamoté et qui avaient planqué les résultats, ce qui fait qu'il y avait des villes comme Cancan dont on ne retrouvait pas les procès-verbaux. Ce qui est scandaleux. Oui. Bon, on comprend, en vous écoutant quand même, pourquoi le contentieux perdure en Guinée, hein, parce que il y a des lectures de cette période électorale, et des lectures différentes selon les acteurs politiques auxquels on s'adresse. On va écouter la lecture justement de cette situation par Étienne Soropogui, qui est vice-président des Nouvelles Forces Démocratiques, NFD, plutôt de l'opposition. Hein. Étienne Soropogui, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Laloupo. Et votre commentaire, alors vous avez écouté, hein, Monsieur Lassana Chérif Haïdara. Ben écoutez, je voudrais vous remercier pour cette invitation, mais je voudrais dire qu'il est très facile de dire que l'opposition ne veut pas aller aux élections. Il n'appartient pas, je voudrais rappeler qu'il n'appartient pas à l'opposition, en tout cas à l'étape actuelle, d'organiser les élections en Guinée. C'est le pouvoir qui doit mettre les dispositions en place pour que les élections puissent se tenir dans notre pays. Même nous ne comprenons pas pourquoi Alpha Condé n'est pas pressé pour aller aux élections. Mais bon, c'est vrai que quand on regarde un peu, on se rend compte que si on regarde les conditions dans lesquelles les élections présidentielles se sont déroulées, Alpha Condé, il faut le rappeler, revendique un électorat autour de 18%, oui. Et qu'aujourd'hui, si nous allons aux élections législatives dans des circonstances actuelles, avec un bilan qui est totalement négatif et même catastrophique, il faut se rendre compte qu'effectivement il perdra toutes ces ambitions qu'il a par rapport au futur Parlement guinéen. Donc c'est pourquoi le président Alpha Condé traîne les pas. Aujourd'hui, le débat au niveau du dialogue se trouve à quel niveau? Ce que M. Alpha Condé a toujours refusé quand il était au sein de l'opposition, oui. Vis-à-vis du président Conté. Il veut que nous l'acceptons aujourd'hui. Nous avons dit non. Je me rappelle à l'époque, quand il y avait le dialogue entre l'opposition et le pouvoir, il n'y avait pas 3 partis, il y avait 2 partis. Il y avait d'un côté l'opposition et de l'autre côté le pouvoir. Oui. Et le pouvoir entendait par là tous les autres partis, les petits et les grands, qui sont avec le pouvoir, notamment avec le RPZ aujourd'hui. Donc, si le président Alpha veut faire en sorte que la Guinée puisse sortir de ces années de troubles, il est important de mettre en place un cadre qui favorise un dialogue serein. Oui. Et ce cadre, nous l'avons demandé, c'est un cadre entre, d'un côté, les partis politiques, aujourd'hui qui composent le collectif des partis politiques, et puis l'ADP, qui sont des oppositions pertinentes. Et les autres peuvent se rallier rapidement avec le RPG en ce moment. Je pense que facilement, nous pourrons sortir de cette situation. Parce que sans cela, vous vous rendez compte que les débats qui ont eu à Conakry, finalement, les gens commencent à procéder à des systèmes de vote. C'est-à-dire qu'il faut en sorte qu'il y ait plusieurs entités qui soient présentes au niveau du débat. Et puis après, comme ils savent qu'ils peuvent renflouer ces entités, ils vont demander de voter. Alors que depuis que nous avons commencé la transition, qui n'est pas terminée, je le rappelle, nous avons toujours fonctionné par consensus. Donc nous sommes nous-mêmes très inquiets de comprendre, de continuer à observer que la situation ne fait que s'enliser. Oui. La vie des populations guinéennes pour lesquelles nous nous battons dans le cadre de la vie politique ne fait que se dégrader. Je pense que normalement notre travail devrait se tourner vers cela au lieu de continuer à entretenir un débat inutile qui ne garantit pas la prospérité pour nos populations. Baouri, vous êtes vice-président, vous, de l'UFDG, Union des Forces Démocratiques de Guinée, de l'opposition, évidemment. Voilà. Vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous. J'écoute avec attention Oui. les amis Aïdara et Soropogui. Alors vous êtes, faut dire, faut préciser quand même pas parenthèse que vous êtes à l'étranger depuis plusieurs mois parce que bon, vous craignez pour votre sécurité sur place. Si je résume si rapidement, après les événements de juillet dernier, un coup de force manqué contre le régime, vous vous êtes retrouvé. Je vous ai eu au téléphone déjà quelques fois. Vous étiez aux États-Unis. Aujourd'hui, vous êtes, je pense, en Europe. Pourquoi vous ne rentrez pas aujourd'hui en Guinée? Non, bon, ce n'est pas de mon vœu que je suis obligé d'être à l'étranger aujourd'hui. Monsieur Alpha Condé a lancé des spires contre ma personne le 19 juillet. C'est par la grâce de Dieu que j'ai pu échapper vivant. Il a fallu se cacher pendant 10 jours dans Conakry et par la suite organiser une exfiltration à l'étranger. Bon, quelques mois après, au mois de septembre, il lance un mandat d'arrêt international contre ma personne sous prétexte que je fais partie d'une association de malfaiteurs, attentats à la sûreté de l'État, brigandage, détention d'armes, même trafic de drogue. Il a fallu mettre tout ça dans le paquet pour dire que je suis persona non grata dans mon propre pays. Mais bon, je pense que c'est de bonne guerre. Malheureusement, ce qu'on lui a fait subir par le passé, il veut le faire subir aux autres qui s'opposent à sa politique. On en parlera tout à l'heure, Bahouri. Bon, je rappelle aux invités que cette émission est presque entièrement consacrée à la situation en Guinée, état des lieux de la Guinée-Conakry, 1 an après l'élection présidentielle du président Alpha Condé, avec nos invités. Bahouri, alors je vous pose la même question. Quels sont les blocages aujourd'hui à l'organisation des législatives? Vous qui observez la situation de loin, il y a ce dialogue politique qui a été organisé par un comité de facilitation, ce dialogue qui semble avoir fait long feu, puisque l'opposition a claqué la porte. Pourquoi l'opposition aujourd'hui a rompu la discussion avec le pouvoir en vue justement, enfin, ce dialogue était censé préparer, mettre en place des conditions idoines pour organiser ces élections législatives? Merci pour la question, parce qu'il faut rappeler des choses qui sont évidentes. Contrairement à ce qu'a déclaré tout à l'heure M. Aïdara, avant même l'organisation du second tour de l'élection présidentielle, puisqu'il ne restait plus que 2 candidats, Ella Selou Dalein Diallo et Alpha Condé, l'Union européenne, le représentant de l'Union européenne a rencontré les 2 candidats pour leur dire qu'est-ce qu'il faudra faire juste après le second tour de l'élection présidentielle, puisqu'il fallait prendre le devant. De notre côté, nous avons dit, malgré tout, la CENI, à l'époque, il faudra la maintenir parce qu'il faudrait que le pays aille rapidement aux élections législatives pour permettre au pays d'avoir, disons, un retour complet à l'ordre constitutionnel. Nous avons marqué notre accord par rapport à cette disposition et M. Alpha Condé aussi avait marqué son accord par rapport à cela. Mais dès qu'il a pu avoir le pouvoir, il a changé de cap. Il s'est dit qu'il faut remettre en cause les dispositions constitutionnelles du pays pour lui permettre d'avoir, disons, la possibilité d'avoir une chambre d'enregistrement qu'on appellera Assemblée nationale. Il a d'abord piétiné la Constitution, il a remis en cause l'indépendance de la CENI, il a limogé pratiquement l'ensemble des maires et conseillers communaux sur une bonne partie du territoire national. En d'autres termes, il s'est organisé et il s'organise toujours pour organiser des élections législatives qui lui permettront de finaliser, disons, un hold-up et qui permettra d'avoir une assemblée qui ne sera pas du tout représentative. C'est la seule raison. Ce que vous nous dites là, vous décrivez carrément une dérive autocratique. Oui, c'est une dérive démocratique. C'est la raison pour laquelle je l'ai dénoncé. J'avais même dit, la première rencontre au mois de mars avec le ministre de l'administration du territoire, où il a convoqué les partis politiques, il dit que le gouvernement organisera les élections d'ici la fin de l'année 2011. Il procédera à un recensement intégral. Je leur ai répondu, vous êtes en train de procéder à un coup d'État institutionnel. La loi fondamentale, la Constitution ne permet pas l'organisation de recensement intégral, d'autant plus que le code électoral
dit qu'il faut procéder à une révision. En d'autres termes, M. Alpha Condé est en train de suivre le chemin de M. Gbagbo en Côte d'Ivoire, où on s'engage dans un processus qui n'en finit jamais, et le temps passe, le pays s'enfonce et on n'en sort pas. S'il était intéressé par rapport à la cause de la population, s'il était sensible à la souffrance des Guinéens, il fallait rapidement organiser les législatives pour que les aides substantielles que nous attendons du 9e et du 10e FED de l'Union européenne puissent lui permettre d'avoir des résultats. Mais peu lui importe de montrer des résultats aux Guinéens, ce qui l'intéresse, c'est avoir la totalité du pouvoir. C'est une dérive dictatoriale. C'est la raison pour laquelle il fait du surplace, il fait semblant de dialoguer alors qu'il met en place tout un dispositif tant politique que militaire, sécuritaire et législatif pour lui permettre de dire les gens vont aller aux élections. Et en fin de compte, après les élections, l'opposition qui aura accepté d'y aller va se retrouver avec ses yeux uniquement pour pleurer. On va écouter la réponse de Lassana Sheriff Haïdara qui représente ici le parti au pouvoir, le RPG. Sheriff Haïdara, secrétaire général de la section France du Rassemblement du peuple guinéen. Alors, dérive autocratique, dérive dictatoriale, dit Bahouri. Oui, Bahouri peut dire ce qu'il veut. Nous nous connaissons très bien. Aujourd'hui, le fonds de commerce de Bahouri et de ses amis, c'est la victimisation. Systématiquement, nous sommes persécutés, nous sommes persécutés, nous sommes persécutés. Enfin, il y a quand même un mandat d'arrêt. Ils n'ont pas d'autres arguments. Il y a un mandat d'arrêt. Pourquoi il y a un mandat d'arrêt contre lui? Mais posez-lui la question. Bahouri a tenté, il a attenté à la vie du président de la République. Il faut oser dire les choses. C'est grave ce que vous dites. Mais absolument, je signe des deux mains. Bahouri, et aujourd'hui, les enquêtes, toutes les enquêtes ont mené vers Bahouri. C'est grave. Et quand Bahouri dit qu'il était caché dans Conakry, c'est faux. Bahouri était déjà sorti de Conakry. Ce n'est pas vrai. Bahouri n'était pas à Conakry. Il était sorti. Il avait préparé déjà. Bahouri, vous avez attenté à la vie du président de la Guinée. Bahouri. On a tenté de tuer le président de la... Non, monsieur Lalouko. Mais là, il faut qu'il réponde rapidement et je reviens à vous. Oui, mais attendez. Je reviens à vous. Ils sont deux. Nous n'avons pas le même temps de parole. Ils sont au téléphone aussi. Oui, ils sont désavantagés. Oui, mais ils sont à Paris. Allez-y. Tous les deux sont à Paris. Qu'ils viennent. Pourquoi sont-ils pas venus ici? Parce qu'ils ont peur. Parce que l'accusation est grave. Oui, c'est parce qu'ils ont peur de venir ici. L'accusation est grave. L'accusation est très grave. Si Bahouri a peur de venir dans les studios d'Africa de Moro. Non, mais il faut lever l'équivalent tout de suite, là. Si Bahouri est sûr de lui qui rentre en Guinée. C'est leur agenda qui ne permettait pas d'être avec nous. Non, ça c'est du cinéma. Vous pensez qu'ils ne veulent pas se retrouver avec nous? Non, pas se retrouver avec moi, mais ils ont peur. Je ne sais pas. Monsieur Bahouri a toujours répondu à nos invitations. Oui, par téléphone. Oui, voilà. C'est normal, il était aux États-Unis. Oui, il était, mais quand il est en France, qu'il vienne. Il est en France actuellement, qu'il vienne. Allez-y. Bon, alors, donc, aujourd'hui, nous assistons à un doute des partisans de Bahouri et de Cellou Dalein Diallo. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des hauts cadres de Cellou Dalein Diallo arrivé deuxième position. Absolument. Arrivé en deuxième position, à la présidentielle. Après avoir fraudé gravement. Il considère qu'il a gagné les élections d'ailleurs. Mais il n'a rien gagné du tout. Il a fraudé au premier tour. Il a manipulé l'informatique. Et comme on a exigé un décompte manuel, les urnes ont parlé. Donc le président Alpha Condé a gagné. Etienne Soropogui est au téléphone avec nous depuis Bruxelles et non pas depuis Paris. Écoutez, qu'il soit à Bruxelles ou pas, il était à Paris il n'y a pas longtemps. D'accord. Donc moi je suis pas là pour le pister. C'est pas mon problème. C'est pour la vérité justement. Alors donc Bruxelles, Paris, c'est pas loin. Il aurait pu venir aussi. Allez-y. Et deuxièmement, quand Soropogui dit que nous sommes en phase de transition, mais il raconte n'importe quoi. La transition est terminée en Guinée. Il y a un gouvernement qui fonctionne. Les institutions fonctionnent normalement et correctement. Il y a un président démocratiquement élu, mais la transition est terminée. Les législatives sont inscrites dans le chronogramme de la transition. Elles n'ont pas eu lieu quand même. Mais le gouvernement est là, il travaille. Oui. Si les élections n'ont pas eu lieu, ce n'est pas du fait du gouvernement, c'est du fait de l'opposition. Je le dis, je le répète. Ça ne vous a pas empêché d'organiser les élections quand même. Systématiquement, ils ont fait de l'obstruction, ils ont posé des conditionnalités, le ministre de l'Intérieur les a reçus, ils ont discuté, on les a vus à la télévision, et par la suite, j'ai vu des gens de l'opposition me dire, oui, mais nous, on n'a jamais été reçus. Mais c'est faux. Ils ont été reçus. Mokhtar Diallo, l'ami de Soropogui, je l'ai vu à la télé, il est venu avec Solano et d'autres leaders, venir poser leurs conditions. Le ministre de l'Intérieur a répondu. Alors, qu'ils nous disent pas aujourd'hui qu'ils n'ont pas été reçus ou qu'il n'y a pas de dialogue. Et deuxièmement, quand la CENI, pourquoi certaines personnes ont été limogées? Parce qu'ils ont été condamnés par la loi.
Si vous vous rappelez, monsieur Laloupo, lors de notre débat au JDA, je vous avais dit qu'il y a une personne qui a volé les urnes, qui a volé plutôt les procès-verbaux, qui a été condamné par les tribunaux, par les lois de la République. Et c'était pas Alpha Condé au pouvoir à l'époque. C'était la transition. Mais il faut être clair. Quand on parle de dérive autocratique, dérive autoritaire, Bahouri d'ailleurs, voilà, c'est que tout à l'heure, quand vous avez parlé de dérive autocratique, Bahouri a répondu par dérive démocratique. Il a fait la Donc, non, ben oui, mais écoutez, donc ça veut dire que franchement, ça ne vous a pas échappé. Eh ben, ça peut pas m'échapper. On va marquer une pause, monsieur Aïdara. On marque une pause. Je vous garde tous avec nous, évidemment. Etienne Soropogui, Bahouri et Chérif Aïdara. C'est pour la publicité. On revient tout de suite, juste après ça. Tout de suite. Jusqu'à 20h sur Africa numéro 1, c'est le grand débat. Le grand débat, Francis Laloupo. Avec Jean-Claude Chikaya, Doussi Saïssi, les deux débatteurs polémistes du jour, et nos invités pour parler de la situation en Guinée-Conakry, un an après l'élection du président Alpha Condé. Lassana Chérif Aïdara, secrétaire général du RPG, section France, du RPG, du Rassemblement du Peuple Guinéen, c'est le parti au pouvoir. Vous êtes aussi, M. Aïdara, premier coordinateur des sections d'Europe et d'Amérique. Avec nous au téléphone, invité également de cette édition, Bahouri, vice-président de l'UFDG, de Cellou Dalein Diallo, c'est l'Union des forces démocratiques de Guinée, l'opposition. Etienne Soropogui, vice-président des Nouvelles Forces démocratiques, qui est au téléphone avec nous depuis Bruxelles, je le précise, c'est le NFD, également inscrit dans l'opposition. Vous reprenez votre propos, mon cher Aïdara, Chérif Aïdara, vous n'avez pas terminé. Je n'avais pas terminé. Ensuite, on écoutera les autres invités. Et donc, au niveau de la CENI, après M. Boubacar Bari, il y avait M. Paté, qui est membre du directoire de l'UFDG, qui était à la CENI. Donc, il était juge et parti en même temps. Donc, demander à ces gens-là de céder leur place à des personnes neutres, je ne vois pas où est la dérive autocratique. C'est un juste retour des choses. Par sa suite, quand il parle des maires et des conseillers communaux, tout le monde sait que ces gens-là sont élus, ils ont un mandat. Leur mandat a expiré. Mais il se trouve que non seulement les mandats ont expiré, mais il y avait une mauvaise gestion, il y avait de la gabegie. Donc, partout où on a constaté de la mauvaise gestion de la gabegie, on les a remplacés. Parce que les deniers de l'État, les pauvres populations ne peuvent pas continuer à dépenser et que des personnes malhonnêtes et indélicates continuent à dépenser les revenus des pauvres populations. Il n'y a pas de harcèlement des membres de l'opposition en Guinée aujourd'hui. Il n'y a aucun harcèlement, monsieur. Je vous dis que c'est la victimisation. Alors, Bahouri, il est en exil aujourd'hui. Mandat d'arrêt international contre lui. Etienne Soropogui a connu aussi, je dirais, les délices de la prison aussi. Oui, monsieur. Oui. Bahouri, c'est un mandat d'arrêt. Oui. Que Bahouri, s'il est sûr de lui qu'il n'a rien fait en Guinée, qu'il rentre, c'est Cellou Dalein est rentré, non? Cellou Dalein était à l'étranger quand ça s'est passé. Il est rentré. Il n'a commis aucune infraction. Voilà, si Bahouri n'a commis aucune infraction, mais qu'il rentre, c'est à lui de se défendre. Moi, je suis juriste. Tout accusé a droit à la défense. Et Etienne Soropogui était aussi en prison. Laissez-moi terminer, monsieur. Tant que sa culpabilité n'est pas assise, toute personne accusée a droit à la défense et a droit à la contradiction. Sauf à moins qu'il n'ait pas confiance en la justice de son pays. Qu'il n'a pas confiance en la justice de son pays. Et tout simplement, monsieur, aujourd'hui, nous sommes dans un monde très ouvert. Dans un monde très ouvert. Il peut solliciter des garanties aujourd'hui et rentrer en Guinée. Le président Alpha Condé est prêt à lui accorder toutes les garanties afin qu'il rentre dans le pays, qu'il s'explique. Mais ça sert à rien, Ouri, de faire signer des pétitions pour le retour sécurisé. Mais j'ai vu ça sur Internet, j'ai rigolé. Ça vous fait rigoler? Ça me fait rigoler. Parce que derrière, il y a des gens aussi qui demandent le retour de Bahouri pour s'expliquer devant l'opinion nationale et internationale. Voilà. Ouri, il ne risque rien en rentrant en Guinée. Seuls ceux qui se reprochent quelque chose, qui sont coupables de quelque chose, sont aujourd'hui dehors, refusent de rentrer. Si Bahouri est sûr de lui, qu'il rentre, il en a l'assurance, il n'y aura aucun problème. On parle Etienne Soropogui, qui a connu, je disais, les délices de la prison aussi. Oui, il a connu les délices de la prison parce qu'il le méritait. Ah bon? Oui, j'étais là à Conakry. Que s'est-il passé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il va se défendre là, au téléphone. Mais justement, c'est la raison. Je suis très content qu'il soit là aujourd'hui. Monsieur Soropogui ne se souvient certainement pas de moi, mais moi, je me souviens très bien de lui quand il était coursier à DHL et qu'il m'apportait les courriers. Donc, je vais vous dire une chose. Monsieur Soropogui, la veille de la marche du 27, Sidya Touré avait fait une déclaration en disant « Nous allons marcher », alors que la marche non seulement n'était pas autorisée, ils n'avaient pas sollicité. Ils n'ont jamais sollicité d'autorisation pour marcher.
En France, même en Europe, n'importe où, même les nazis, ils manifestent. S'ils demandent l'autorisation. Oui. En Guinée, ils ont refusé de demander l'autorisation. Et ils ont dit qu'ils vont forcer la main du pouvoir pour manifester. Et Sidi Touré est allé jusqu'à dire ça sera le 28 septembre d'Alpha Condé, puisque Dadis a eu son 28 septembre. Oui. Et ils ont essayé, à la suite de ces événements, de faire un amalgame honteux en disant 28 septembre 2009, 28 septembre 2011, mais c'est des histoires. Ça ne peut pas marcher. Soropogui, dans les journaux la veille, avait tenu le même discours et poussé les gens à la violence. Selou Dalein Diallo, j'ai le DVD ici, si vous voulez, je peux vous le faire voir tout de suite, où Selou Dalein est sorti lors d'un meeting au siège de son parti pour demander aux jeunes s'ils sont prêts à mourir. Est-ce qu'un leader responsable peut demander à ses militants d'aller se faire tuer? Je dis que c'est non-assistance à personne en danger. Oui. Quand vous pensez que vos militants sont en danger parce que vous êtes responsable de vos militants, que vous n'avez pas demandé d'autorisation pour manifester, et vous les poussez à la mort en criant « Êtes-vous prêt à mourir? Êtes-vous prêt à aller en prison ?» Vous savez que si vous manifestez demain, vous serez tué, on vous tirera avec des balles. Comment un leader responsable qui aspire à diriger un pays peut se comporter comme ça? Chef Haïdara, je suis en train d'exploser votre temps de parole. Non, on va quand même écouter, parce qu'on parle de gens qui sont au téléphone, il vaut mieux quand même. Mais moi, mais ils ont parlé longuement tout à l'heure, tous les deux. Oui, mais là, vous l'avez dépassé largement. Pour un leader qui, pendant 20 ans, a dirigé les plus grands ministères avant d'être Premier ministre, ce monsieur a accumulé une fortune colossale. Il a même été déclaré comme meilleur investisseur étranger au Sénégal. C'est la honte. J'en ai honte. Ce monsieur n'a pas investi dans son pays l'argent qu'il a volé. Il est allé l'investir dans un pays étranger. Qu'il a volé, vous dites. Mais absolument. Vous n'arrêtez pas d'accuser. Je n'accuse pas. Avec son salaire de ministre, comment peut-il déclarer des dizaines, des centaines de milliards? Ce n'est pas possible, monsieur, si on n'a pas piqué, si on n'a pas confondu sa poche et la caisse de l'État. La grande compagnie aérienne de Guinée, c'est Selou Dalein qui l'a liquidé. Selou Dalein n'a fait aucune route dans son propre village, dans sa propre ville. Je rappelle qu'il était Premier ministre de Guinée. Avant d'être Premier ministre, ministre de l'équipement, des transports, du tourisme, de l'environnement. Rien du tout. Ce monsieur n'a rien réalisé. Et ils ont mal géré la Guinée. Si la Guinée a des difficultés aujourd'hui, c'est leur mauvaise gestion. Oui. Et je vous rappelle même qu'aujourd'hui, à l'heure où vous parlez, les citernes qui circulent au Mali appartiennent à Selou Dalein Diallo. Ce monsieur n'a même pas construit, il n'a même pas planté un manguier en Guinée. Voilà. Bon, bah écoutez, vous avez parlé. Bon, les deux débatteurs, écoutez avec beaucoup d'attention, vous ferez vos commentaires tout à l'heure. Je pense que vous prenez acte aussi de l'ambiance, hein, mes chers amis. Alors, vous avez été mis en cause quand même massivement, mon cher Étienne Soropogui. Pardon? Vous avez été mis en cause là massivement quand même. Oui, non, mais je voudrais dire à mon frère que il ne s'agit pas aujourd'hui de parler du bilan de Selou Dalein Diallo. Je pense qu'il s'agit aujourd'hui de parler du bilan. Selou Dalein Diallo est responsable, monsieur. Il est responsable de ce qui s'est passé. 20 ans de gestion. Je vous ai laissé parler. 20 ans de gestion. Ne l'oubliez pas. Laissez parler Étienne Soropogui et en plus le téléphone. Il s'agit de parler aujourd'hui du bilan du président Alpha Condé. Oui, parce que c'est lui qui est au pouvoir. Très positif. Ce bilan, nous l'avons dit, il est totalement négatif. Faux. Il est même catastrophique. C'est ça la vérité. Faux. Mais vous savez, on en parlera tout à l'heure sur le plan économique. On en parlera. Nous ne sommes pas surpris parce que quand un trotskiste avec un penchant communisant est prononcé, s'empare d'un pays de démocratie, un pays de liberté. Oh, la Guinée était une démocratie avant Alpha Condé. L'histoire le retiendra, M. Forcément que le bilan ne peut être que regrettable. C'est ça la vérité. Bon. Aujourd'hui, nous avons un président de la République de Guinée qui ne croit pas aux libertés, qui ne croit pas à la démocratie. Depuis que le président Alpha Condé, qui a revendiqué et qui continue à revendiquer 40 années de combat démocratique, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il continue à maintenir ses opposants en exil. M. Baouri, aujourd'hui, en a un cas. Je l'ai rappelé. M. Baouri n'est pas un chef de guerre. Je le connais, je l'ai pratiqué. C'est quelqu'un qui a comme seule arme ses idées et sa parole. On ne peut pas reprocher à M. Baouri d'avoir attenté à la vie du président de la République. Alpha Condé a la latitude de se suicider s'il en veut. Parce que c'était une façon de préparer, de chasser les personnes qui lui posaient des problèmes. Étienne Soropogui, excusez-moi, je vais vous couper la parole, enfin je me le permets, excusez-moi, parce qu'on va aller très vite, on va arriver bientôt à 19h et ce sera l'heure du journal. Et j'aimerais écouter M. Baouri et donner la parole quand même rapidement aux débatteurs qui sont présents ici. Baouri, réaction aux propos de Chérif Haïdara.
Non, je suis vraiment triste d'entendre Chérif Haïdara s'exprimer comme cela. Ça fait penser au Goebbels de Hitler. Oui. Il y a beaucoup de mensonges et de contre-vérités. Le fond du problème, c'est l'avenir d'un pays, c'est la situation des hommes et des femmes. Il y a des gens qui aujourd'hui sont injustement arrêtés, incarcérés depuis des mois. Il y a plusieurs militaires, il y a plusieurs civils. La semaine dernière, un jeune membre du CNT a été kidnappé à l'Abbé par des inconnus en civil et il a été immédiatement amené à Conakry. La famille de Toumba Diakité, l'aide de camp de Dadif, toute sa famille a été manu militari, arrêté, et un de ses frères a succombé du fait de la torture. Des attitudes et des exécutions extrajudiciaires. C'est dans un pays de dictature où on peut voir ce genre de choses, et ça se passe aujourd'hui dans mon propre pays avec M. Alpha Condé comme chef. On va faire le bilan tout à l'heure, Monsieur Baouri. Un an de gestion. Monsieur Baouri, j'ai entendu des choses que Haïdara nous sommes ensemble, nous sommes ensemble pendant encore. Nous sommes ensemble pendant 1 heure encore, Baouri, donc vous aurez l'occasion de développer votre propos. Restez avec nous. On fera le bilan de tout à l'heure détaillé, des secteurs de l'économie, des droits de l'homme également, de la situation aujourd'hui, en tout cas de l'état de droit en Guinée. On fera le tour de la question puisqu'il s'agit de faire le bilan de 1 an de présidence d'Alpha Condé. Il ne s'agit pas aussi, de faire un festival d'invectives, parce qu'il y a des mots quand même. De suite ici, on entend des mots extraordinaires. Étienne Sopogui qui dit que Alpha Condé est un trotskiste communiste. Je ne sache pas que Alpha Condé soit trotskiste ou communiste. Et en plus, trotskiste et communiste, c'est pas forcément, c'est pas un gros mot, c'est pas non plus une injure. Voilà, il y a des trotskistes très heureux. Et voilà. Et puis j'entends Baouri qui vous a traité à l'instant, Chérif Haïdara, de Goebbels, d'Hitler notamment. Voilà, c'est ça l'ambiance un peu d'aussi ça ici. Oui, il faut pas être étonné. On est en face d'un camp qui est au pouvoir et de l'opposition. Oui, mais enfin, les mots sont durs. Le discours politique est pas nature antagoniste. Oui. Quand l'opposition et la mouvance passent, ce n'est pas pour se caresser dans le sens de poids. Oui. C'est surtout pour se jeter. Mais évidemment, on entend quelques mots qui sont très très forts. Il y a de la tension. Qui ne sont pas souhaitables. Le premier sentiment que j'ai, c'est que la Guinée n'est pas sortie de l'auberge. On pensait que les dernières élections présidentielles allaient permettre à ce pays de retrouver une certaine sérénité après la cacophonie qui a régné au dernier moment de Lansana Conté et le super spectacle qu'on a eu avec Dadis Camara. On pensait que une élection présidentielle était venue, la bienvenue, pour enfin permettre à ce pays d'aller sur de nouvelles bases. Mais là, on constate que franchement, on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. Moi, je suis juste ici. Nous allons marquer la pause. Jean-Claude Tikaya, vous aurez l'occasion largement de nous apporter votre commentaire sur cette situation en Guinée-Conakry. Lassana, Chérif Haïdara, Baouri, Étienne Sopogui, vous êtes nos invités pour cette édition spéciale consacrée au bilan du président Alpha Condé 1 an après son élection en Guinée-Conakry. À quelques instants, l'essentiel de l'actualité africaine présenté par Stéphanie Hartmann, c'est le Flash Info du Grand Débat. Nous retrouverons juste après pour reprendre ce débat. C'est une édition spéciale presque entièrement consacrée à la Guinée-Conakry. Restez avec nous. À tout à l'heure, à tout de suite. Africa numéro 1, 18h, 20h, le grand débat, Francis Laloupeau. Merci d'écouter Africa numéro 1, suite du grand débat de l'actualité internationale consacré pour l'essentiel aujourd'hui à la situation en Guinée-Conakry, 1 an après l'accession au pouvoir du président Alpha Condé. Avec nous dans cette émission, Lassana Chérif Haïdara, secrétaire général de la section France du Rassemblement du peuple guinéen, c'est le RPG au pouvoir, premier coordinateur des sections d'Europe et d'Amérique du RPG, Baouri, vice-président de l'UFDG, Union des forces démocratiques de Guinée, opposition, et Étienne Sopogui, vice-président des Nouvelles Forces démocratiques, NFT, également dans l'opposition. Les deux débatteurs polémistes du jour, Jean-Claude Tikaya et Douchi Saïssi. Jean-Claude Tikaya, sociologue, consultant sur les questions éducatives, et Douchi Saïssi, journaliste. Et puis, on a beaucoup de messages de la part de nos amis sur Internet, facebook.com/le grand débat. Eric Serge qui nous dit... Vous savez, dans les pays africains, on aime les choses à la va-vite. Je m'explique pourquoi ne pas prôner l'unité nationale du peuple que nous savons divisé depuis longtemps dans l'histoire du peuple guinéen et prendre l'exemple sur le Bénin des années 90-91 en créant et en mettant en place une conférence nationale des forces vives de la nation qui regroupera les différentes forces de la société guinéenne et les acteurs politiques afin de poser
de procéder à une autopsie des faits qui occasionnent la division d'unité nationale, d'absence d'une démocratie appropriée, de l'absence du respect de l'état de droit, de l'absence de la liberté d'expression du peuple, etc. C'est regrettable, dit-il, regrettable et honteux pour le gouvernement guinéen, dit-il. Alors, ça c'est Eric Serge. Reynardino qui nous dit, n'existe-t-il pas chez les opposants africains une fâcheuse tendance à reproduire les turpitudes des dirigeants qu'il combattait? Le bilan d'Alpha Condé me paraît mitigé, un exercice solitaire du pouvoir et une stigmatisation permanente des opposants. Il semble être un digne héritier de Sékou Touré et de Lansana Conté, dit notre ami Reynardino. Voilà. Et Amara Kaba, qui vous pose une question à vous, monsieur Chérif Haïdara. Il vous demande de nous donner le nom, précisément le nom de la compagnie de Cellou Dalein Diallo au Sénégal et au Mali, et aussi nous dire en quelle année Cellou Dalein Diallo a été le meilleur investisseur au Sénégal. Ça, c'est une précision à apporter. On l'a vu à la télé. C'est la télé sénégalaise qui l'a montré. Non, mais ça a été vu à la télévision sénégalaise. Et Cellou Dalein s'en est vanté sur tous les sites internet. Et sur tous les sites guinéens, on voyait Cellou Dalein Diallo promu meilleur investisseur étranger. Ça, c'était votre réponse. On va écouter la fin du propos de Doussi Saïsi. On écoute ensuite Jean-Claude Chikaya et on revient à nos invités qui sont au téléphone, qui sont très courtois et très patients. Etienne Soropogui et Baouri. Mais tout de suite, Doussi Saïsi, terminez votre propos, s'il vous plaît. Oui, le professeur Alpha Condé est un juriste, c'est un prof de droit. Et je crois que comme juriste, il doit avoir quand même la dextérité, l'obligation de faire respecter la Constitution. Lorsque dans un pays, il n'y a plus de parlement, ça devient un régime d'exception. On ne peut pas diriger un pays avec des décrets. Il faut que les représentants du peuple soient élus et qu'ils portent leur amendement à toutes les lois qui vont être proposées. Donc, la Guinée, pour moi, n'est pas encore dans un régime normal. Pour qu'il y ait un régime normal, c'est les élections législatives qui doivent le savoir, qui doivent pouvoir montrer ça. Et dans ce cas-là, je crois que pour moi, c'est ridicule de dire que c'est l'opposition qui empêche d'organiser les élections. C'est pas possible. Dans un pays, c'est l'exécutif qui est en charge qui fice le décret. Non, attends, laissez-moi, je ne serai pas d'accord. Non, moi non plus. Je suis juriste. Il vous a écouté depuis tout à l'heure. Vous n'êtes pas allé en Guinée. Vous ne connaissez pas. Prenez des notes, s'il vous plaît. Vous allez intervenir. Vous avez une position bien tendancieuse. Laissez-moi terminer. Prenez des notes, vous allez tout à l'heure réagir. Laissez-le aller jusqu'au bout de son propos. Je suis juriste, monsieur. Je suis juriste de droit privé, je suis juriste de droit international. Donc, vous n'avez rien à me prendre sur ce côté. Moi non plus. Je connais les droits de l'homme. Je suis spécialiste. Doussi Saïsi n'a pas dit un mot depuis le début de l'émission. Alors, je suis journaliste. Donc, je sais de quoi je parle. Je vous dis que dans un pays, il appartient au Parlement de faire les lois. Ce n'est pas un gouvernement. Quand le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif sont confondus, c'est un régime d'exception. Et pour moi, pour le moment, la Guinée n'est pas encore un régime normal. Il faut faire les élections. Ce n'est pas une démocratie, vous le dites. Ce n'est pas une démocratie. Il faut faire les élections. Il faut séparer les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. D'accord? Donc, ce n'est pas encore le cas pour le moment. De la même façon, on ne peut pas remplacer des élus, des maires, par des maires nommés. Ça aussi, ce n'est pas normal. Lorsque des gens ont commis des exactions, eh bien, il y a la justice pour les juger. Si leur mandat est terminé, il faut organiser les élections locales pour les remplacer. On ne peut pas remplacer, on ne peut pas nommer des maires à la place de maires qui sont élus. Ça aussi, c'est une exception et ça, je ne suis pas d'accord. Enfin, par rapport à la personnalité de M. Alpha Condé, c'est vrai qu'il a été un opposant historique, un juriste que j'admirais beaucoup, mais il y a une tendance fâcheuse, comme l'a dit quelqu'un. Lorsque les gens sont en bas, eh bien, ils ne reproduisent pas les mêmes choses que lorsqu'ils sont en haut. Certes, c'est une relation. Je veux vous dire, le pouvoir, en termes mathématiques, ce n'est pas une loi de composition interne. Bon, je ne veux pas vous embrouiller avec ça. C'est pour vous dire que ce n'est pas symétrique. Ce n'est pas symétrique du tout. Parce que lorsque la personne est en bas, est opposant, lorsqu'elle se retrouve de l'autre côté, elle ne réagit pas de la même façon. Et ça, on l'a vu partout. Kadhafi qui a renversé un roi, qui se proclame roi après. On a vu Poutine qui veut toujours rester. Non, c'est l'homme qui est comme ça. Et ça se retrouve toujours dans une relation de pouvoir entre quelqu'un et son peuple. Donc moi, je vous dis, écoutez, monsieur Alpha Condé doit savoir que nous sommes en train de l'observer, qu'il fasse honneur à la Guinée. On veut une Guinée, un pays riche qui a beaucoup de moyens, une Guinée prospère, une Guinée qui va quand même montrer l'exemple. Je sais que les Guinéens sont très intelligents, c'est des travailleurs. Les Guinéens ont de la richesse, les Guinéens ont faim. Et ils ont de la richesse. Il faut que Alpha Condé permette aux Guinéens de vivre bien et décemment. Merci de suite ici. On vous écoute, Jean-Claude Chikaya. Ensuite, on revient à nos invités.
Oui, depuis 3/4 d'heure, il me semble que nous sommes loin des préoccupations des Guinéens, c'est-à-dire la société civile. Je crois que là, on est vraiment dans une discussion très politicienne et politique, avec une certaine violence politique qui, moi, sans vouloir être candide, je pense que quand on convoque Goebbels, tout à l'heure on parlait du bilan de Monsieur Condé, mais si on fait le bilan de Monsieur Goebbels, on voit qu'il son nom ne peut pas intervenir dans le débat. On parlait tout à l'heure du trotskisme, des trotskistes et des communistes. Là aussi, c'est une outrance et c'est quelque peu emphatique. Donc, si on pouvait reparler politique et notamment de la société guinéenne. Donc, moi, ma question que je vous adresse à tous les trois, notamment si on revient donc sur le bilan de Monsieur Alpha Condé, on est obligé de se poser la question d'avant. C'est qu'est-ce qu'a trouvé Monsieur Condé dans les caisses? C'est-à-dire une économie exsangue, des institutions complètement à refaire, tout était à refaire, tout était dans le rouge. Et ça, je pense que personne ne peut le contester, qu'on soit guinéen ou non. Et je pense que là, nous sommes seulement à 1 an de bilan. Alors, moi, je pose la question, est-ce que l'opposition a eu justement donc prise de mauvaises habitudes non démocratiques? Et j'appuie mes mots, non démocratiques. Est-ce qu'il savonne la planche de Monsieur Condé, ou est-ce que Monsieur Condé, qui qu'on regarde d'un peu plus près, ce que dit Human Rights, dit qu'il y a quand même quelques progrès, mais qui malheureusement il y a encore une impunité, mais il n'est pas le seul au monde à avoir du mal à punir les exactions en termes de corruption, et que c'est toute une démarche politique avec un équilibre politique pour que justement règne la paix civile et l'intérêt général et l'intérêt supérieur de l'État. Donc, comment une opposition puisse s'opposer de manière la plus démocratique et pacifiée, et comment le gouvernement puisse gouverner. Nous sommes à 1 an. Mais 1 an après quoi? Après des décennies, quand même, de gabegie et de gouvernance qu'on peut quand même stigmatiser. Ceci étant dit, donc revenons. Est-ce qu'il y a quelques réformes, notamment sur le plan de l'agriculture, sur le plan des mines, sur le plan de l'éducation, qui ont quand même été mises en branle? Je vous pose la question. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises positivement en place? Et vous, messieurs de l'opposition, qu'est-ce que vous déplorez? Et si vous déplorez quelque chose, quelles sont vos préconisations et votre contre-proposition? Voilà, les questions sont bien posées, les questions sont très bien posées. Alors, je me tourne vers vous, justement, Chérif Aïdara. Alors, c'est vrai que le gouvernement actuel se plaint en disant on n'arrive pas à mener à bout nos réformes, on se heurte à des difficultés. C'est vrai que il y a l'héritage du passé qui était un héritage plutôt lourd, et notre ami Jean-Claude vient de le rappeler. Alors, je veux dire, quelle est la nature exacte des difficultés? C'est une question très précise, auquel se heurte aujourd'hui le pouvoir pour mener à bien ses réformes et sa politique de redressement. On peut pas dire quand même que l'opposition ait empêché jusqu'à présent, le gouvernement de gouverner, quoi. Monsieur, l'opposition n'a pas empêché le gouvernement de gouverner. Mais quand l'opposition pratique systématiquement la politique de la chaise vide, quand on l'appelle à dialoguer, encore hier, là, on parle des réformes sur le terrain. Il y a un gouvernement, l'opposition n'est pas au gouvernement. Je vais vous expliquer, monsieur. C'est très simple. Monsieur Baouri ne me dira pas le contraire. Et comme il a dit la dernière fois lors de l'émission sur vos antennes, que nous sommes des amis d'enfance, des amis de jeunesse, effectivement, je connais Baouri 10 fois mieux que M. Soropogui, qui est dans le même camp aujourd'hui qu'avec lui. Je vais vous dire une chose. En Guinée, lorsque le président Alpha Condé est arrivé au pouvoir, il s'est trouvé que entre la période de transition et les élections, des grands commerçants avaient déversé des milliers de milliards de francs guinéens en faux billets sur le marché. Et Alpha Condé, en arrivant, a fait un discours qui est passé à la radio, à la télévision, où il les a mis en garde. Et ensuite, il a mis en place une politique tendant systématiquement à éliminer ces faux billets qui arrivaient par conteneurs entiers. Et en même temps, ces mêmes faussaires sont effectivement ceux qui détiennent le monopole du commerce de gros et de détail. Donc, systématiquement, ils augmentaient le prix des denrées alimentaires pour que la population se plaigne qu'on dise que ça ne va pas dans le pays. Ils ont fait ça exprès? Exprès. Baouri, d'ailleurs, ça s'appelle du sabotage. Mais justement, Baouri, pendant la campagne... Oui, ça relève de justice, quand même. Laissez-moi terminer. Baouri, il est là en direct, qu'il dise que si c'est faux ou... Ça relève de haute cour de justice, comme vous dites là. Absolument. C'est du sabotage de l'économie nationale. Baouri a dit, pendant les élections, avant le deuxième tour,
qu'il allait demander aux commerçants d'affamer le peuple. C'est le terme qu'il a utilisé. Baouri l'a dit. Baouri l'a dit, d'après sa propre terminologie. Nous allons affamer le peuple. Tout le monde l'a entendu en Guinée. Donc, systématiquement, on a augmenté les prix des denrées de première nécessité pour pousser la population à la révolte. Ensuite, à chaque fois que le président Alpha Condé, sur le plan économique, arrivait à réaliser quelque chose, arrivait par exemple en récupérant les 700 millions de dollars qu'il a récupérés de Rio Tinto, pour l'indemnisation du préjudice subi, contrairement à ce que dit M. Baouri, ce n'est pas de la production, ce n'est pas de la richesse à produire, c'est la richesse, c'est le dol, les contrats dolosifs et léonins qui ont été signés en Guinée, c'était pour indemniser la Guinée. Oui. Alpha Condé a réussi à faire cela. Ensuite, il a réussi à obliger les sociétés minières à accepter à donner des parts gratuites au gouvernement et à permettre au gouvernement d'aller les coter en bourse. Donc, fait sans précédent dans l'histoire de l'Afrique. Aucun pays africain n'a réussi cela encore. Mais ces gens-là disent que c'est faux, il n'y a rien. Tout le monde sait qu'en 2011, vous êtes en France, nous sommes ici dans un pays moderne. Mais nous avons assisté à beaucoup de contraintes économiques et financières qui ont fait que cette année 2011 a été une année très très difficile. Alpha Condé est arrivé dans ces circonstances-là, et lorsqu'il est arrivé, la Guinée n'avait pas plus de 8 jours d'importation. Oui. Et aujourd'hui, quand il a fait son bilan, nous sommes à 6 mois d'importation dans les caisses de l'État. Si ce n'est pas une réalisation, qu'on me dise ce que c'est. Très bien, M. Aïdara. On va demander à Baouri. Alors, Baouri, est-ce qu'on peut dire quand même que les principales mesures de réforme ont porté, surtout dans le secteur de l'économie. Je cite Alpha Condé dans un discours qu'il a prononcé le 21 décembre dernier. C'était l'adresse à la nation, je crois. Il disait le déficit budgétaire qui était de 13% a été ramené à 2%. Ça, c'est vérifiable. À notre arrivée, dit-il, les réserves en devises de la Banque centrale couvraient à peine 8 jours d'importation. Aujourd'hui, elles peuvent couvrir 5 à 6 mois d'importation, vous venez de le dire, mon cher Aïdara. Et l'inflation a été stabilisée et le taux de croissance passe de 1,5% à environ 5% dans les 4 prochaines années. Alors, la situation macroéconomique s'est manifestement plutôt améliorée. Est-ce qu'on peut parler aussi d'un assainissement du climat des affaires? Bon, les choses bougent quand même. Il y a quand même des actions qui sont posées, qui sont vérifiables aujourd'hui, Baouri. Oui. Bon, j'aurais souhaité que le débat soit un débat permettant aux auditeurs de comprendre comment la Guinée est en train d'évoluer. C'est ce qu'on essaye de faire. Des contraintes. Mais malheureusement, avec notre interlocuteur, Chérif Aïdara, qui est le prototype même de M. Alpha Condé, il est impossible d'avoir un débat constructif parce qu'il raconte beaucoup de contre-vérités et ce n'est pas tout à fait, ce n'est pas normal. C'est des choses il méprise tout le monde. Comment peut-on raconter du n'importe quoi, mentir mais je comprends, il est très proche d'Alpha Condé. C'est le neveu d'Alpha Condé. Depuis 40 ans, ils sont ensemble. Et M. Alpha Condé s'exprime et agit de la même manière que M. Aïdara. Baouri s'était défendu en Guinée dans les journaux. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, c'est la gouvernance d'Alpha Condé qui est une gouvernance hors la loi, mais la Guinée est dans une situation extrêmement grave. J'ai utilisé le terme Goebbels parce que ceux qui sont loin ne se rendent pas compte que M. Alpha Condé est en train de mener ce pays dans une situation d'explosion probable. Les communautés régionales, les populations aujourd'hui sont complètement divisées. Les institutions sont affaiblies, la constitution est bafouée, l'insécurité règne un peu partout, des mesures extrajudiciaires. Oui. Je vous ai cité quelques exemples. C'est dommage. Et dans ce contexte, la Guinée ne peut pas se tirer d'affaire. Donnez des exemples précis. Le principal danger du pays, ce sont ceux qui gouvernent ce pays. Bon, par rapport à la question, pour mettre de côté M. Aïdara et ses contre-vérités, par rapport à la situation économique d'aujourd'hui, oui. Ce qui est notable, la période de la transition a été une période sur le plan économique catastrophique. Oui. Ils ont signé des contrats gré à gré, n'importe comment.
et de telle manière que les dépenses du pays se chiffraient à 13 000 milliards de francs guinéens pour uniquement l'année 2010, c'est-à-dire près de 2 milliards de dollars. Et ce qui était tout à fait normal, avec l'arrivée de M. Alpha Condé, des mesures ont été prises pour stopper tous les contrats qui étaient des contrats pratiquement de surfacturation et de gré à gré. Ça a permis de ramener le déficit budgétaire qui était de 1%, pratiquement de 1% par mois, un déficit du PIB 1% par mois en 2010 à environ un déficit global, comme vous l'avez dit, d'environ 2 ou 3% du PIB. Bien, ça, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ça, c'est une réalité. La deuxième réalité, par rapport aux réserves de change, M. Alpha Condé, de la manière la plus désinvolte, ils ont signé avec Rio Tinto ce qu'ils appellent un truc transactionnel. Il est dit explicitement, le 22 avril 2011, Rio Tinto va débourser 700 millions de dollars et ce déboursement interviendra lorsqu'il y aura la promulgation des décrets présidentiels lui accordant sa concession minière et de l'autorisation de la co-entreprise proposée entre la société minière chinoise et Rio Tinto Simandou. Cela veut dire que ce que M. Aïdara a dit tout à l'heure, c'est une contre-vérité, c'est un mensonge. Ils ont bradé le bloc 3 et le bloc 4 du Simandou à Rio Tinto. Ils ont également dilapidé les plus-values que la Guinée aurait pu tirer de la constitution, du conglomérat Rio Tinto Simandou et l'entreprise chinoise. Ils ont dilapidé cela en donnant une autorisation express et en guise de bonus, on leur a donné 700 millions de dollars. Et par rapport à la contrepartie, l'État prend une participation maximale de 35% dans le projet, un projet de près de 10 milliards de dollars, dont 15% à titre gratuit, les autres 25%, il faut que l'État guinéen débouche. On voit bien que on voit bien. C'est une autre lecture évidemment du bilan. On comprend très bien. Alors j'aimerais bien qu'on avance un peu parce que le temps passe vite, Monsieur Baroui. Dites, allez-y, oui. Le fait qu'ils aient eu les 700 millions de dollars leur ont permis d'arranger le bilan tant au niveau des réserves de change qu'au niveau, disons, de cet assainissement macroéconomique. Mais cela veut dire qu'ils ont bradé les intérêts du pays, ils ont de manière désinvolte pris des mesures qu'ils ne pourront pas honorer, et en fin de compte, aujourd'hui, Rio Tinto dit que le transguinéen qui devait partir de la Guinée forestière à Conakry ne pourrait pas être, parce que l'État guinéen étant incapable d'assumer ses responsabilités, et donc il faudra faire transiter les minerais de fer. D'accord. J'aimerais qu'on aborde maintenant une question plutôt sensible, parce que ça fait partie aussi, je dirais, du climat actuel en Guinée. Je veux parler des tensions ethniques aujourd'hui qui n'ont jamais été aussi vives que depuis les dernières élections de la présidentielle. Alors, certains propos tenus par le pouvoir, on le sait, ça a été vérifié, désigne aujourd'hui le peuple comme une population à part, responsable de tous les maux de la Guinée. Et ces tensions ethniques, surtout entre Soussou et Peul, est-ce qu'elles sont organisées, instrumentalisées, et à qui profitent-elles, Barouri? Non, je dois dire que M. Alpha Condé, c'est un has-been. Il veut ramener la Guinée aux années 70. Il a battu sa stratégie politique sur la division des populations guinéennes. Les populations guinéennes ont montré en 2006, en 2007 une volonté d'unité nationale. M. Alpha Condé, pendant la campagne, a contribué à casser cette dynamique en érigeant des murs de méfiance entre les Malinké et les Peuls. Il a procédé à une chasse à l'homme en Haute-Guinée contre les communautés Peuls qui étaient là depuis des siècles et des siècles. Et ça a contribué à faire pourrir l'atmosphère de la campagne, à dresser les uns contre les autres. Et aujourd'hui, même des familles mixtes, Malinké, Peul, se retrouvent dans une situation extrêmement difficile. Ça, c'est le résultat de la gestion de M. Alpha Condé. Et par la suite,
En tant que président de la République, il remet en cause la citoyenneté de la population. Il dit il y a une communauté, ils se comportent comme des tortues, il faut chauffer le derrière pour que la tête sorte. Il traite les commerçants qui sont des hommes d'affaires, qui contribuent à la richesse nationale, comme étant des trafiquants, comme des gens qui sont en train de sucer le peuple, comme l'a dit tout à l'heure M. Haïdara. Et ce sont des discours qu'on a entendus chez Hitler contre les Juifs, parce que si on suit la logique de M. Haïdara, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faut assainir. Et comment faut-il assainir? Il faut éliminer tous les malfaiteurs, tous les trafiquants. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Soit il faut ouvrir des camps, soit il faut procéder par d'autres manières. C'est en ça que le discours de M. Alpha Condé et le discours de M. Haïdara est dangereux. Ça remet en cause la stabilité du pays et ça peut nous mener très loin. Mais c'est vrai que on va approfondir cette question. Nous allons approfondir cette question. On va vous donner la parole dans quelques instants, Monsieur Haïdara, pour que vous nous éclairiez un peu. C'est vrai que il y a un malaise, quoi. Il y a un malaise parce qu'il y a un discours, effectivement, je veux dire officiel, qui désigne quand même les peuples comme responsables de tous les maux. Et c'est vrai que des communautés en Guinée, beaucoup m'en ont parlé, beaucoup de Guinéens m'en ont parlé, des communautés qui ont toujours vécu ensemble, se tiennent aujourd'hui à distance les unes des autres, quoi. Est-ce que le pouvoir tire parti de cette division? Ou alors, si vous contestez évidemment le fait, que fait le pouvoir aujourd'hui, je dirais, pour rassembler ce qui aujourd'hui est divisé? On va marquer une pause, on y revient tout de suite, on va approfondir cette question, notamment avec Etienne Sropogui et également avec Chérif Haïdara. Tout de suite. Africa numéro 1, 18h, 20h, le grand débat, Francis Laloupo. Avec nos invités, Lassana Chérif Haïdara, représentant du RPG, c'est le parti au pouvoir en Guinée, Baouri, vice-président de l'UFDG, opposition, Etienne Sropogui, vice-président des Nouvelles Forces Démocratiques, NFD, en Guinée-Conakry. Cette édition est presque entièrement consacrée à la situation en Guinée-Conakry, un an après l'élection du président Alpha Condé. Et nous sommes en compagnie des deux débatteurs polémistes du jour, Doucis Aïssi et Jean-Claude Chikaya. Alors, Chérif Haïdara, avant de vous donner la parole, je vais quand même me tourner vers Etienne Sropogui pour avoir son sentiment sur cette question, sur cette tension ethnique aujourd'hui très vive en Guinée, comme on ne l'a jamais vu auparavant. Etienne Sropogui. Oui, merci, monsieur Laloupo. Non, je voudrais rappeler que, parce que quand vous m'avez arrêté, j'étais en train de développer un raisonnement, pour dire que Alpha Condé, après avoir maintenu monsieur Baouri en exil, a quand même mis en prison plus de 1000 personnes depuis qu'il est au pouvoir. C'est quand même un record exceptionnel. Et il en a tué plus de une dizaine de personnes. Je pense que pour quelqu'un qui a milité pour la démocratie, qui s'est battu pour la démocratie et les libertés, ne devrait pas quand même avoir un record aussi exécrable. Ce que je voudrais dire, monsieur Alpha Condé a été celui qui a le plus exacerbé les tensions et les clivages identitaires en Guinée. On le sait, avant même son élection. Et puis quand il a été élu, on s'attendait à ce qu'il puisse avoir un discours qui puisse réunir les Guinéens autour des valeurs, autour des projets. Malheureusement, M. Alpha Condé a continué à entretenir la flamme de la division. Aujourd'hui, les Guinéens n'ont jamais été aussi divisés que nous le sommes aujourd'hui. Vous allez à Conakry, dans certaines familles, les gens ne se parlent pas. Alors on se pose la question de savoir pourquoi toute l'énergie que M. Alpha Condé est en train de dépenser pour diviser les Guinéens, si contournait cette énergie pour mettre les Guinéens ensemble, pour réfléchir à des valeurs concrètes pour le développement de notre pays, nous estimons qu'on aurait pu vraiment sortir de cette situation. Malheureusement, nous avons un président qui fournit le maximum d'énergie pour diviser les Guinéens. Il y a même une expression aujourd'hui qui est en train de circuler au niveau de Conakry, au niveau de l'intérieur du pays, où on parle de Mandengalo. C'est-à-dire que Alpha Condé a une logique. Il estime que les vrais peuples ne le font pas. Je suis désolé de parler un peu des questions identitaires ici, mais c'est pour vous expliquer combien de fois ce monsieur est dangereux pour notre pays. Il estime que les vrais peuples ne font pas 30% de la population et que c'est les autres, les malinqués qui sont allés s'établir au Fouta, sont majoritaires. Donc aujourd'hui, il a trouvé des personnes, des spires, qui essaient de réunir ces malinqués. Alors nous estimons que pour un président de la République, le travail devrait plutôt consister à mettre tous les Guinéens autour de valeurs sérieuses
qui permettrait pour notre pays de sortir de cette situation. Merci Étienne. Mais nous avons un président qui ne fait que travailler pour diviser les Guinéens. On va se tourner vers M. Aïdara. M. Aïdara, vous avez quand même quelques messages pas très sympathiques de la part de nos internautes qui disent que vous n'êtes pas forcément, vous n'êtes pas très discipliné, vous n'êtes pas un démocrate. Certains vous disent que vous faites la confusion entre affirmation et accusation. C'est pour vous ça. Un peu, voilà. Mais c'est pas grave, vous allez survivre à ça. Mais alors, donc votre réaction par rapport à cette question sensible de cette tension ethnique. Moi, je me souviens, pendant la présidentielle, entre les deux tours des présidentielles, j'avais eu au téléphone Alpha Condé dans une émission. C'est vous qui nous avez mis en contact, je vous en remercie encore. Et il m'avait parlé à l'époque, il avait prononcé ce terme, je lui ai fait répéter d'ailleurs, il parlait de mafia peul, en disant que Cellou Dalein Diallo, donc son adversaire à cette époque, la présidentielle, faisait partie d'une mafia peul. Je veux dire que c'est quand même, ça fait frémir. Monsieur, je me rappelle très bien, c'était au mois d'août. Tout à fait, c'était au mois d'août. Il a parlé de mafia, de commerçants peul. Ah oui, si vous voulez rajouter commerçant, vous voulez bien. Attention, attention. Oui. Et c'est la réalité. Non, il y avait une mafia, Cellou Dalein, il a dit que Cellou est l'otage. Il avait fait cette déclaration sur une autre antenne, en parlant de mafia peul, et je lui ai fait confirmer. Il a dit que Cellou est l'otage d'une mafia de commerçants peul. Ouais, d'accord. Voilà ce qu'il a dit. Non, replaçons les choses dans leur contexte. Là, on est en sémiologie. Est-ce bien nécessaire dans un pays où il y a des malinqués, des sous-sous, des peuls, de rajouter ce qualificatif particulier? Vous me demandez de répondre. Ils ont tous les deux parlé. C'est vous qui contestez ce que je vous dis. Non, oui, mais je vous dis, moi, je vous rappelle ce qu'il a dit, puisque j'étais à l'écoute. J'étais là. C'est moi qui vous ai mis en contact et j'ai écouté l'émission. Très bien. Donc, je suis même reparti en podcast par la suite pour écouter 2 fois. On dit la même chose au fond, tous les deux. Voilà. Alors, je vais vous dire une chose. Quand Baouri dit que je suis avec Alpha Condé depuis 40 ans, mais c'est une fierté pour moi. Ça veut dire que j'ai cru en lui pendant 40 ans. Non, ne revenez pas en arrière. Non, je ne reviens pas en arrière. Non, il a attaqué, je lui réponds. Est-ce qu'il y a une responsabilité du pouvoir actuel dans cette tension ethnique ou pas? Je reviendrai là-dessus. On va en parler. On n'a plus beaucoup de temps. On n'a plus beaucoup de temps. Mais il faut qu'il le sache. Moi, j'ai cru en Alpha Condé dès le départ et jusqu'au bout. Donc, pour vous dire. C'est votre droit, c'est normal. Quand il parle de sbires d'Alpha Condé, lui, Baouri, il a plus de 1500 motards à sa charge. Il a plus de 1500 motards violents qui attaquent, qui organisent des ratonnades, qui a même tenté d'assassiner Alpha Condé en tuant une personne au siège du RPG. Évitons une personnalisation. Non, je ne suis de ce débat. Personne n'a entendu Baouri s'émouvoir du décès de ce jeune. Et ironie du sort, c'est un jeune peul, militant du RPG qui a été tué ce jour-là. Pour vous dire, quand on dit qu'Alpha Condé est contre les peuls, il a des militants peuls. Et ils se sont engagés à aller tuer un donnant du sens à ce débat. Répondez à cette question qui est une question aujourd'hui qui tracasse les Guinéens. Une question essentielle. Monsieur. Des gens qui étaient avant, qui vivaient en toute harmonie, aujourd'hui divisés. J'en arrive, monsieur. Distants les uns vis-à-vis des autres. Absolument. Mais à les écouter, pas une instrumentalisation des divisions identitaires. En écoutant ces deux, j'ai l'impression que c'est le vice qui se met au service de la vertu. Qu'est-ce qui se passe? Qui a dit en Guinée que c'était le tour des peuls de gouverner? C'était Bamamadou. C'était bien avant. C'était en 95. Il a dit que Conté était un sous-sous. Il était au pouvoir. Sékou Touré était un malinqué. Il a gouverné. Maintenant, c'est le tour des peuls de gouverner la Guinée. C'est pas une raison pour que le pouvoir actuel reprenne le plus à son compte. Non. Vous voyez, quand je reviens pour expliquer le contexte, et là, vous reprenez. J'ai l'impression que vous avez une position tendancieuse, monsieur. Absolument. Absolument. Non. Je le dis. Quand on vous pose des questions, vous pensez que... Non, c'est pas une question. Là, vous êtes en train d'affirmer. Monsieur Laloupo, j'essaie de vous faire clarifier votre propos. Monsieur, que ce soit Baouri, que ce soit Soropogui Etienne, que ce soit vous ou un autre, je mets quiconque au défi de me sortir le discours où Alpha Condé a tenté d'ostraciser une communauté ou a mené une campagne contre une communauté. Qu'on me sorte le discours ou qu'on me dise le lieu où il l'a prononcé. Je vous dis encore une fois, c'est la stratégie de la victimisation et ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que nous savons ce qui se passe. Je vais vous dire une chose, monsieur. Quand il traite Alpha Condé de has-been, monsieur Baouri, respectez un peu Alpha Condé. Il est aujourd'hui président de la République. Même si vous n'arrivez pas à digérer votre défaite, acceptez qu'il est là pour 5 ans et attendez la fin des 5 années pour essayer de revenir de prendre le pouvoir par les urnes et non d'attenter à sa vie. Vous êtes aujourd'hui un putschiste qui est à l'extérieur, qui ne veut pas rentrer dans son pays parce qu'il sait ce qu'il se reproche dans son pays. Un putschiste, je le dis, je le répète à haute et intelligible voix.
Je dis, j'insiste, je persiste et je signe. Bahouri est un putschiste en cavale. C'est un fugitif. Cela dit, Aïdara, Voilà. ce qui m'étonne quand même, c'est que vous ne rendez pas un seul instant hommage quand même à Cellou Dalein Diallo, qui avait un comportement absolument remarquable. Je vous remercie. Pas question, monsieur, arrêtez de dire ça. Il n'a pas eu un comportement remarquable. Il y a même un internaute qui nous écrit, M. Amarakaba, respectez les internautes, qui nous rappelle que Cellou Dalein Diallo a eu un trophée pour son fair play démocratique au lendemain de cette élection présidentielle. Mais justement, c'est à cette occasion qu'il a été déclaré au Sénégal meilleur investisseur du pays, que M. Amara le rajoute aussi. Mais je vois pas le rapport là. Mais c'est là, parce qu'on dit que c'est faux. C'est à cette occasion à Dakar qu'il a été désigné meilleur investisseur. Est-ce que Cellou Dalein Diallo a eu un comportement exemplaire au lendemain de l'élection présidentielle ou pas? Il n'a pas eu un comportement. En reconnaissant sa défaite. Non, monsieur, il n'a pas reconnu. Et c'est sous la pression de la communauté internationale que Cellou Dalein a mis un bémol et qu'il a accepté finalement sa défaite. Il a dit qu'il ne reconnaîtra jamais sa défaite et qu'il demande à ses militants de désobéir. Il l'a dit publiquement. Laissez-moi terminer, monsieur. Et même c'est pas vrai, il est venu dans cette émission 2 fois. Il a eu un discours qui était un discours très précis là-dessus. Après plusieurs mois. Après plusieurs mois, monsieur. Après plusieurs mois. Et je vais vous dire une chose. Moi, je respecte vos propos, mais je ne veux pas non plus laisser vous dire des contre-vérités. Alpha Condé lui a demandé à le rencontrer. Il a dit qu'il ne donnera pas de réponse tant qu'il n'a pas rencontré la coordination du Fouta, la coordination régionale du Fouta. Oui. Bon, est-ce qu'un leader qui aspire à diriger un pays peut dire qu'il attend d'abord de connaître l'avis de ses frères de communauté avant d'aller rencontrer le président de la République pour parler des problèmes d'une nation? Donc vous ne rendrez pas hommage à Cellou Dalein Diallo ce soir? Je ne rendrai pas hommage à Cellou Dalein Diallo ni à Bahouri tant qu'ils ne reconnaîtront pas que Alpha Condé est le président élu de la Guinée. Mais il le conteste pas. Mais si, il le conteste tous les jours. Tous les jours, il le conteste. Bahouri, est-ce que vous contestez le fait que Alpha Condé est aujourd'hui le président de la Guinée? Non, si je l'avais contesté, on n'aurait pas demandé à notre candidat, El Cellou, d'accepter le verdict de la Cour. Ben voilà, Aïdara, vous avez la réponse. Mais ce qui est déplorable, oui, monsieur Laloupo. il faut oui, ne conteste pas le fait que Alpha Condé... Votre position de neutralité me surprend. Mais c'est lui qui vous répond. Non, vous me surprenez. Bahouri vous répond. Non, monsieur Laloupo, vous me surprenez. Il reconnaît Alpha Condé comme président de la République. Aujourd'hui, et à la radio, ben, le discours que Bahouri tient off, on le sait. On sait le discours qu'il tient off. Et c'est un discours de violence. C'est un discours de haine. Et voilà, c'est ça le problème de Bahouri. Bon, écoutez, on va se calmer un peu parce qu'il y a quand même quelques auditeurs qui sont très patients. On va écouter Monsieur Monet qui nous appelle. Monsieur Monet, bonsoir. Monsieur Monet n'est pas là? Si? Monsieur Monet, vous m'entendez? Parce que... Monsieur Monet, vous êtes là? Oui. On ne vous entendait pas. Reprenez-vous. Allez-y, maintenant, ça va. Oui. Bonsoir. J'ai dit que j'ai l'habitude de suivre votre émission. Oui. Mais malheureusement, aujourd'hui, je suis déçu. Oui. Je suis vraiment déçu parce que je suis un jeune Ivoirien. Oui. C'est pour dire à celui qui est actuellement avec vous, pour dire qu'il faudrait qu'il apprenne à se faire comprendre au lieu de gueuler. C'est pas bon. Nous sommes dans un pays civilisé. Au lieu d'attaquer, tu vois, les opposants, il faudrait qu'il apprenne au moins à dire ce qu'il faut. Il ne faudrait pas que tu vois, il raconte n'importe quoi. Parce que nous autres, qui avons ces genres d'émissions, on arrive, tu vois, à ne plus vous écouter. Merci. Merci, Monsieur Monet. Monsieur Bolanciné, c'est à vous. Bonsoir. Monsieur Aloupo, bonne fête et puis bonsoir à doyen Aïdara. Bonne année à vous. Et sincèrement, aujourd'hui, parler le bilan du professeur Alpha Condé, le président de la République, je pense que c'est trop tôt parce qu'on parle du bilan quand on est comptablement parlé à la fin. Mais ce qu'il a fait depuis qu'il est au pouvoir, c'est extrêmement énorme. Dans la mesure où il a trouvé une république, mais pas un État, parce que la Guinée était dans un bas. Et ça, c'est la bêtise, je m'excuse du terme, du régime du général président Conté et ses premiers ministres. Donc il fallait gérer d'abord cette bêtise et remettre l'État sur les rails pour pouvoir démarrer. Je pense que quand on voit l'effort qu'il a été fourni entre ces deux étapes, on peut vraiment lui féliciter. Ça c'est un. Deuxièmement, en créant le guichet unique, et qui a fermé la porte à la corruption et qui a mis aujourd'hui la plupart des fonctionnaires et certains hommes d'affaires dans la difficulté, c'est ceux-là qui sont en train de fabriquer n'importe quel argument pour le discréditer. Il y a aussi un autre problème. Quand on a demandé d'annuler le contrat qui a été signé sous le régime Conté,
eh bien, Alpha Condé a demandé, parce qu'ils sont passés par la Cour de compte en France ici, d'auditer ce contrat. Si l'entrepreneur a profité de gonfler, comme on appelle ce que la Guinée devait lui payer, de restituer la différence à la Guinée. Ça aussi, on doit parler de cela. Et quand on parle que Alpha a créé l'ethnocentrisme, moi je pense que ça c'est des mensonges, parce qu'il a été élu quand même par comme on appelle, par une alliance qu'on appelait l'arc-en-ciel, dans laquelle on trouve toutes les filles et les fils de la Guinée. Quand même, les gens ont quitté les partis, l'UFDG, les gens ont quitté tous les partis pour venir le soutenir. S'il était aussi ethnocentriste, s'il avait simé quand il était leader, on n'aurait jamais le supporté. C'est lui quand même qui a été en prison. Voilà, ses meilleurs amis, ce sont des Peuls et des Soussous. Qu'on arrête tout ça. Dans son gouvernement, il n'y a plus de... Le premier ministre est Soussou, le ministre de l'économie est Soussou, le ministre de la défense est Soussou. Qu'on arrête cela. Et puis le jeune Soropogui, je pense que c'est des jeunes syndiqués. Parce que sincèrement, lui, ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne vois pas quel est l'argument selon lequel on peut soutenir l'opposition actuelle. Parce que c'est une opposition sans direction qui n'arrive même pas à s'organiser. Merci. Parce que dans l'opposition, il n'y a pas que celui d'Alain, il y a aussi les autres leaders qui sont malinqués, qui sont dans l'opposition. On a bien compris. Voilà, le propos est clair. Hein. Mon cher Haïdara, hein, c'est un débat. Hein. Le débat est ouvert. D'où ça ici? Oui, je dois dire qu'avec M. Haïdara, il y a quand même quelques points sur lesquels je suis d'accord avec lui, à savoir que dans un pays démocratique, la dévolution du pouvoir se fait par les élections. Donc les opposants doivent s'organiser s'ils veulent reprendre le pouvoir, d'attendre la prochaine élection présidentielle. Si jamais ces opposants sont impliqués dans un putsch, je suis contre, et je suis totalement contre, parce qu'il faut que la Guinée cesse avec les putschs et les coups d'État. Je suis contre les coups d'État. Donc l'opposition guinéenne doit s'organiser pour gagner les élections si elle veut reprendre le pouvoir. Je suis d'accord aussi avec lui lorsqu'il dit que le bilan qu'a trouvé M. Alpha Condé était catastrophique. Oui, je suis d'accord, parce qu'on sait très bien comment la Guinée a été gérée. Et je crois même qu'il y a même un président qui était un braqueur, parce qu'il allait braquer la banque centrale de son propre pays. Un président qui fait débarquer des militaires à la banque centrale et qui ramasse les billets. C'est ce que Lansana Conté, on a dit. Mais voilà, donc je crois que devant toutes ces situations, on attendait de M. Alpha Condé effectivement qu'il mette un peu d'assainissement dans les comptes de la Guinée. Je crois que c'est ce qu'il est en train de faire. Et c'est louable. D'un autre côté, là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est par rapport aux droits de l'homme. Je crois que quand on parle encore des gens qui sont arrêtés, des gens qui sont en prison, des gens qui sont tués, je crois qu'il faut finir avec ça en Guinée. Mais c'est faux. Attendez, laissez-moi terminer. Je crois, pour les droits de l'homme, je crois M. Alpha Condé, c'est un juriste. Et nous comptons beaucoup sur lui. Vous savez, quand Sékou Touré est mort, il y a eu Lansana Conté, on a espéré. Quand Lansana Conté est mort, il y a eu Dadis. Et là aussi, on a espéré parce qu'il avait commencé par faire quelque chose. Maintenant, ce n'est plus Dadis, c'est Alpha Condé. Et on veut espérer, on ne veut plus être déçus, surtout sur le plan des droits de l'homme. Les Guinéens sont assez morts. Suite et fin de ce débat sur la situation en Guinée-Conakry. Dans quelques instants, nous marquons une pause et nous passons ensuite aux conclusions. À tout de suite. Nous allons passer aux conclusions. On commence... mais avant les conclusions, si on va passer aux conclusions, comme ça vous aurez l'occasion de vous exprimer, Jean-Claude, dans la foulée. Monsieur Baouri, c'est à vous. Bon, je pense que il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, beaucoup de contre-vérités, mais je suis tout navré que les auditeurs ne puissent pas avoir une vision relativement précise, objective, sans attitude partisane. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que M. Alpha Condé veut avoir un pouvoir total sur la Guinée. Donc, il procède par émietter, par dissoudre toutes les forces susceptibles de lui résister. Et de ce point de vue, il est sur le chemin de la mise en place d'une dictature. Mais les Guinéens, je suis sûr, n'accepteront pas encore de retomber dans une dictature et nous nous battrons par les moyens adéquats pour que la Guinée retrouve le chemin de la démocratie et de la liberté. Merci Baouri, merci infiniment d'avoir participé à cette émission. Vous êtes le vice-président de l'UFDG, c'est l'Union des forces démocratiques de Guinée, l'opposition en Guinée. Merci infiniment. On écoute Étienne Soropogui qui est avec nous au téléphone depuis Bruxelles. Oui, merci Monsieur Lalopo. Non, en fait, je voudrais dire que je suis un peu déçu quand même du niveau de ce débat. Je m'attendais à ce qu'on puisse parler des questions aujourd'hui qui sont essentielles pour nos populations guinéennes. Et
parler même de l'actualité politique aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que notre pays est bloqué? Oui. Et malheureusement, monsieur Aïdara s'est mis à nous raconter beaucoup de contes vérités, à nous amener sur ce que Cellou Dalein a fait avec les commerçants. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas ce qui devait être dit aujourd'hui. Je rappelle au passage que lui-même, il vient de confirmer quelque chose, parce qu'il a dit que nous sommes sortis, nous avons fait sortir des gens pour qu'on tire sur eux avec des balles. Donc, il vient de confirmer effectivement que les personnes qui ont été tuées en Guinée ont été tuées par l'armée et ils ont été tuées par des balles. Donc, c'est le pouvoir qui a ça. Mais encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, on aurait pu parler, très honnêtement, pour conclure, de la situation de notre pays. Pourquoi il y a un blocage? Oui. Et qui est à l'origine de ce blocage? Malheureusement, nous n'avons pas eu le temps de parler de ça. Pourtant, Étienne Sropogui, j'ai posé la question, hein, mais voilà, moi je pose les questions, après c'est vous qui faites les réponses, hein. Oui, mais justement, je pense que nous sommes laissés aller avec monsieur Aïdara, qui n'avait pas beaucoup de choses à présenter, qui avait peur que cette question essentiellement puisse être posée, qui fait qu'aujourd'hui, il faut que les Guinéens ont envie de savoir, surtout ceux qui ne sont pas en Guinée, pourquoi il y a le blocage au niveau politique de notre pays. Parce que tant qu'il y aura le blocage politique, il ne faut pas se leurrer, il y aura un blocage économique. C'est lié. Donc aujourd'hui, comment faire pour que ce blocage politique puisse se lever? Aujourd'hui, je pense que c'est le débat essentiel qui est en cours en Guinée. Et Alpha Condé, parce qu'encore une fois, n'oubliez pas que nous sommes dans un pays où le pouvoir judiciaire est maintenu par le président de la République. En temps normal, les juges sont supposés être indépendants. Moi, je sors d'un procès. J'ai été injustement arrêté. J'étais en prison pendant 1 mois et quelques. Je sors d'une prison et je sais que les magistrats guinéens sont aux ordres. Alors imaginez si vous confiez le pouvoir législatif, qui devrait être le dernier rempart, si vous le confiez à quelqu'un, en ce moment, ça devient tout simplement ce qu'on pourrait appeler un pouvoir autocratique. Ce n'est plus de la démocratie, c'est un habillage démocratique, mais ce n'est plus de la démocratie. Aujourd'hui, le débat au niveau de la Guinée, au niveau des populations guinéennes, des jeunes Guinéens, c'est de travailler pour que les élections législatives puissent se faire dans des conditions de transparence et de sincérité pour que les futurs députés qui seront demain au niveau de notre futur Parlement soient des personnes qui n'aient pas été nommées, mais des personnes élues par le peuple de Guinée. Et je pense que si le président Alpha Condé était responsable, ces conditions de transparence sont faciles. Ce que nous avons demandé sont plus ou moins faciles. C'est notamment le fait qu'une CENI, une commission électorale indépendante, puisse être mise en place de manière consensuelle. Alors, on veut nous imposer quelqu'un qui a été, tout le monde le sait, un partisan du RPG. Il a travaillé au sein du RPG. C'est un militant du RPG. Nous demandons que, au niveau de la CENI, des personnes qui nous représenteront aussi bien au niveau de l'opposition qu'au niveau du pouvoir puissent meubler cette structure-là. Alpha Condé refuse, alors que, quand il était opposant, il exigeait la même chose à Alassane Conté. Alors, vous voyez un peu que ce monsieur ne veut pas la stabilité pour la Guinée, parce que la question de la transparence des élections est une condition sine qua non de la stabilité au niveau de notre pays. Bien compris. Merci beaucoup Étienne Sropogui d'avoir participé à cette émission. Vous êtes vice-président des Nouvelles Forces Démocratiques, NFD, opposition guinéenne. Bonne soirée à Bruxelles. Merci infiniment. Jean-Claude Chikaya. Oui, je reviens presque comme une obsession sur la société guinéenne, la société civile, qui, en écoutant ou qui va écouter en podcastant cette émission, comment malheureusement ils ont été mis un petit peu de côté, mais en même temps on parlait d'eux. Je pense que la violence politique qui ne date pas de l'arrivée au pouvoir d'Alpha Condé, hein, si on se réfère à toute l'histoire de la Guinée, il faut absolument revenir peut-être sur qu'est-ce qu'a trouvé Alpha Condé. Il est seulement à un an de gouvernance. Il y a dû avoir des erreurs, mais quelques réussites. Nous faisons un bilan d'étape en quelque sorte. Hein, c'est un bilan d'étape. Malheureusement, il a été un petit peu entamé et entaché aujourd'hui de plus de violence politique. Moi, je crois qu'il faut vraiment essayer de travailler à l'unité du pays. On pouvait de toute façon s'attendre à ces clivages dits ethniques qui s'exacerbent aujourd'hui, hein, en écoutant et en regardant bien le climat électoral. Le climat électoral il y a un an, ça émergeait déjà, ça pointait du doigt. Aujourd'hui, tout le monde est appelé à ses responsabilités, pas seulement les hommes et les femmes politiques, mais il faut absolument que les hommes politiques parlent au-dessus et forment une communauté nationale. C'est vraiment jouer avec le feu. Et moi, je pense que voilà, il y a 4 enjeux. Je vais les pointer pour finir. C'est donc
l'unité nationale et la mise en place d'une démocratie et d'une république, parce qu'on parle d'un retour à la république et à la démocratie, mais elle n'a jamais été là, patente et effective. Donc vraiment monter et construire une politique républicaine et qui se fonde sur le respect des droits fondamentaux. Et deuxièmement, travailler justement sur les points régaliens économiques, éducation, santé, infrastructure et toutes les infrastructures en termes d'exportation et importation. Et juste pour finir, je reviens sur l'unité des uns et des autres. Vous avez fait 3 points, vous avez fait 3 points là, pas 4. Oui, mais c'est toujours un mouvement réciproque, c'est-à-dire ne pas trop attendre de l'État, c'est-à-dire qu'il y a la responsabilité individuelle de chaque Guinéen et celle qui est plus grande de chaque responsable. On va laisser le privilège de la conclusion, de la vraie conclusion à Chérif Haïdara. Prenez-en soin. Écoutez, monsieur, moi, ce que je vais vous dire. Alpha Condé aujourd'hui se bat pour le bien de la Guinée. Tous ceux qui ont organisé la dépatrimonialisation de l'État guinéen, Alpha Condé leur demande de rendre compte. Ceux qui ont pris les biens de l'État, qui les ont réformés, mis à leur nom, ensuite, souvent des maisons, des biens de l'État, des immeubles qu'ils habitent, ils ont pris l'argent de l'État, ils ont rénové ces biens, ils se les sont vendus parfois à 10% du prix. Alpha Condé a mis en place un service de gestion du patrimoine de l'État. Et aujourd'hui, ça ne plaît pas à tout le monde, parce que certains habitent dedans. C'est le club des anciens premiers ministres de Lansana Conté qui s'est formé autour de ça et qui essaie de faire la guerre. Parce qu'il a mis fin à certains privilèges. Alpha Condé a mis fin à pas mal de privilèges, il a mis fin à pas mal de vols et de gabegies, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous constatez que le commerce, les gros commerçants qui importaient, qui ne dédouanaient pas, qui ne payaient pas la douane, ont des difficultés aujourd'hui à vendre, à écouler leurs marchandises. Voilà la situation de la Guinée. Quand Soropogui parle de balles, il ment. Aucune balle, aucun militaire n'avait de munitions ce jour-là. Et tous les militaires avaient été consignés dans les camps militaires, on les avait empêchés de sortir. Il ne peut pas parler aucune arme à feu. La règle du jeu, ce n'est pas de rebondir sur les conclusions des autres. Mais attendez, parce qu'ils sont plus là. Il a traité Alpha Condé tout à l'heure d'irresponsable. Ils ne sont plus là, donc il ne peut pas vous répondre. Mais ça, je ne peux pas l'accepter qu'on insulte le président de la République et que je me taise là-dessus. Ça, je ne peux pas l'accepter. Faites une conclusion générale. Une conclusion générale, c'est qu'ils arrêtent de jouer à la victimisation. Qu'ils arrêtent, qu'ils partent comme tout le monde à la discussion, à la table de négociation. Le président Alpha Condé est prêt à organiser des élections. La CENI, elle est là, elle travaille, elle a suspendu pour l'instant ses activités pour permettre au dialogue de s'amorcer et de pouvoir progresser. Quand c'était Ben Sekoussila ou Mam Kamara qui étaient favorables à leur parti, ils n'ont rien dit. Maintenant, ils disent que Luceni Kamara est membre du RPG. C'est faux. Ce monsieur n'a jamais eu le pour législative. On va finir là-dessus. Hein. Et monsieur Soropogui, je suis désolé, son arrestation, j'étais à Conakry. Et je vais pas lui dire où j'étais, mais j'ai vu comment il a été arrêté. Il a provoqué les forces de l'ordre. Monsieur Soropogui est allé à l'affrontement. Ne vous adressez pas à lui, il n'est plus là. Non, mais j'explique, je le dis, puisqu'il dit qu'il a été arrêté et emprisonné. Pourquoi il a été arrêté et emprisonné? Parce qu'il a provoqué les forces de l'ordre. On peut faire une autre émission là-dessus, sur les emprisonnements des uns et des autres. Et voilà. Et on commencera par l'emprisonnement d'Alpha Condé en 98. Absolument. Voilà. Bon, et monsieur Mokhtar Diallo, du parti de Soropogui, tout simplement, après la transition, est allé négocier en catimini pour être embauché au ministère des Affaires étrangères avec une hiérarchie que l'on a en fin de carrière. Dites-nous une phrase politique pour terminer. C'est ce que je vous dis. C'est la fin de l'émission déjà. Pour un jeune dont la bouche pue encore le lait maternel, il faut qu'il accepte ces messieurs, d'abord de gagner leur vie à la sueur de leur front et qu'ils acceptent qu'on aille au dialogue. Et qu'ils ne mettent pas de l'huile sur le feu en permanence. La Guinée ne peut plus se payer ça. La Guinée n'est le bac à sable de personne. La Guinée est un pays qui sort de 52 années de difficultés que tout le monde connaît. Et je n'ai pas à leur dire tout ce qu'on a vécu dans ce pays-là. Et je ne veux pas que ça recommence. Et Alpha Condé est arrivé au pouvoir pour empêcher justement que cela ne se produise. Donc aujourd'hui, moi je suis optimiste pour mon pays et je suis optimiste pour l'Afrique. Je suis sûr que le jour viendra où les Africains se donneront la main comme Alpha Condé l'a fait depuis 52 ans à la tête de la FEANF. Vous avez en tout cas en commun tous de vouloir œuvrer en tout cas pour le bien-être de la Guinée.
Merci à tous. Merci Lassana Chérif Aïdara, Baouri, Étienne Soropogui. Merci à vous de suivre ça ici, Jean-Claude Chikaya. Merci à toute l'équipe du Grand Débat. Merci à nos amis internautes qui ont été aujourd'hui très actifs et qui nous ont apporté des contributions précieuses. J'ai pas pu lire toute la contribution. On va peut-être y revenir demain, mon cher Jérôme Ziliberto, Jérôme qui a réalisé cette émission. Merci à Stéphanie Hartmann qui l'a préparée. Et rendez-vous demain pour une nouvelle édition du Grand Débat. Demain, l'édition spéciale du vendredi. Notre grand témoin sera Alain Mabankou, l'écrivain congolais Alain Mabankou. Bonne soirée à l'écoute d'Africa numéro 1. Et dans quelques instants, le journal présenté par la rédaction de Libreville, suivi de l'émission de Robert Braza, Africa Song. On se retrouve demain donc pour une nouvelle édition du Grand Débat. D'ici là, prenez soin de vous.